Super. Yeah. In English. C'est la Bretagne ou la Grande-Bretagne? Les deux, mon capitaine. Allez, il est 18h45, c'est l'heure d'accueillir les prochains arrivants et de démarrer cette soirée. Ce soir, on vous propose un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps pour cette soirée qui est co-organisée par donc la CARES, la cellule d'animation régionale des soins palliatifs, et la CBSP, la coordination bretonne des soins palliatifs. On vous en reparlera juste après. Un voyage dans le temps qui commence il y a quelques mois, en fait, parce qu'il nous tient à cœur, et c'est dans nos missions à la cellule, de soutenir et de valoriser les différentes actions des acteurs des soins palliatifs. Et en fait, il n'y aurait peut-être pas eu cette soirée si, il y a quelques mois, Caroline Royer, pour ne pas la nommer, une collègue infirmière des soins palliatifs de Rennes, n'était pas venue nous interpeller en disant, mais vous savez que c'est les 20 ans de la loi Leonetti, on dit, on fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe en Bretagne? Et on lui a dit, ben, en fait, évidemment qu'il va se passer quelque chose puisque tu viens d'en parler. Donc voilà comment ça s'est passé. Et ça, c'est important de leur dire. On co-organise cette soirée avec la CBSP parce que tout simplement, on a un ADN commun et qui nous tient à cœur de continuer à bien travailler ensemble. On a ce soir aussi un partenariat avec l'espace régional éthique de Bretagne qui pourront en multisite. On va reparler des différents sites, peut-être maintenant d'ailleurs. Cette soirée, elle réunit un peu plus de 400 personnes ce soir sur à peu près 7 sites qui fonctionnent exclusivement sur la base de votre on va dire, motivation, votre volontariat à participer, à s'intéresser à ces questions-là. Donc merci beaucoup à tous d'être présents. Euh, Monsieur Leonetti, bonsoir et merci Bonsoir. en notre nom à tous de pouvoir une fois de plus nous éclairer et nous faire partager on va dire votre expérience et votre vision des choses. Merci à l'ARS Bretagne qui est également présente, entre autres, sur les bancs de Rennes. Et surtout, merci à vous toutes et tous pour ce soir et pour tous les autres jours surtout. Ce qu'on vous propose ce soir, depuis chaque site, c'est deux temps dans cette soirée. Un premier temps qui va consister, juste après l'intervention de Gaëtan pour la CBSP, à partir de 19h jusqu'à 20h, d'une présentation faite par Monsieur Jean Leonetti, revenir sur cette loi de 2005, cette loi Leonetti qui a été votée, on le rappelle, à l'unanimité il y a 20 ans. Rappeler quand même le contexte de l'époque en se disant, mais finalement, qu'est-ce qui se passait il y a 20 ans pour que cette loi-là existe, soit votée encore une fois à l'unanimité? À quels besoins elle répondait? Comment elle a été comprise aussi ou appliquée pendant ces 20 ans qui viennent de se passer? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et quel regard on porte tous, et notamment quel regard on vous invite à partager, Monsieur Leonetti, sur ce qui se passe sur on va dire, la loi dans son contexte actuel aujourd'hui et peut-être sur les projections qu'on peut envisager dans les temps à venir. Donc, on a une heure pour envisager ça ensemble. Le principe, c'est que donc, Monsieur Leonetti s'exprime comme il le souhaite et qu'on se réserve une vingtaine de minutes pour des échanges depuis chaque site. Voilà. Et pour la deuxième partie, ce qui était important aussi, et c'était ça l'état d'esprit qu'on souhaitait partager avec la CBSP, c'est vraiment profiter et se permettre de se rencontrer, puisqu'on n'a pas tant que ça l'occasion de le faire, dans la convivialité. Ce n'est pas un vain mot, la convivialité, c'est important, on sait qu'on travaille mieux avec de la convivialité. Donc, de façon à poursuivre les échanges à la lumière à la fois de votre bonne connaissance des territoires respectifs. Et puis, on est aussi à l'époque de la construction, pardon, de la structuration des filières de soins palliatifs et voir, envisager comment peut-être, à partir de des échanges qu'on aura pu avoir ce soir, comment on peut envisager, anticiper l'évolution du concept d'accompagnement dans les soins palliatifs au regard des évolutions législatives envisagées, puisque c'est ça le contexte actuel.
Donc, encore une fois, merci à tous. Je cède la parole à Gaëtan, donc président de la coordination. Gaëtan. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Et bonsoir à vous, monsieur Leonetti. Bonsoir. Je suis le docteur Piton Germès, je suis médecin de soins palliatifs au CHU à Brest. Et j'ai l'honneur d'être le président de la coordination bretonne de soins palliatifs, l'association fédérant depuis 25 ans maintenant les acteurs professionnels et bénévoles de notre région. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons ce soir pour célébrer ensemble les 20 ans de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie du 22 avril 2005. Je tiens tout particulièrement à souligner que cette soirée est le fruit d'un travail collectif, co-organisé avec la cellule d'animation régionale en soins palliatifs, que je remercie chaleureusement. Cette collaboration, elle reflète l'esprit même des soins palliatifs, une dynamique de réseau, d'écoute et de co-construction au service des patients et de ceux qui les accompagnent. Il y a 20 ans, cette loi, dite Leonetti, venait poser un cadre éthique et juridique fondamental. Elle reconnaissait enfin le droit de chacun à refuser l'obstination déraisonnable, à accéder à un soulagement efficace de la douleur et à être accompagné jusqu'au bout avec humanité. En 20 ans, cette loi, dite Leonetti, a permis de véritablement structurer la médecine palliative et de guider nos accompagnements. Elle est devenue une des rares lois du quotidien. Pas un jour ne passe sans que les fondements qui y sont énoncés, complétés en 2006 par la loi Claes-Leonetti, ne soient mobilisés dans nos accompagnements auprès de nos concitoyens atteints d'affections graves et incurables. Loin de dicter une conduite et d'imposer des pratiques, cette loi dresse élégamment le cadre d'une relation médecin-patient enfin rééquilibrée, au moment même où celui-ci est le plus vulnérable. En 20 ans, elle aura fait son chemin, un chemin parfois lent, quand on constate encore aujourd'hui sa méconnaissance dans la population, notamment parmi les professionnels de santé. À l'heure où un nouveau texte législatif est en préparation, suscitant chez nombre d'entre nous une vive inquiétude pour l'avenir, il nous a semblé essentiel de prendre un temps de mémoire, de mesurer le chemin parcouru et de rendre hommage à celles et ceux qui l'ont ouvert. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cette soirée sur les 8 sites bretons où elle est diffusée. Merci à vous, monsieur Leonetti, pour votre présence ce soir et surtout merci infiniment pour votre contribution à notre discipline. Chers amis, profitez de la convivialité de cette soirée, qu'elle vous donne l'énergie de poursuivre nos engagements, car oui, nous en aurons besoin. Belle soirée à toutes et à tous. Merci Gaëtan. Monsieur Leonetti, vous avez la parole. Merci. J'espère que vous m'entendez aussi bien que ce que je vous ai entendu. En tout cas, un immense merci pour votre invitation à M. Pasquet, à M. Bitton, bien sûr, mais à vous tous et toutes d'avoir fait un débat multisite, ce qui est la première fois que je participe à ce genre d'exercice et qui me paraît intéressant, chacun chez soi. Bon, c'est la Bretagne unie et diverse, donc, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis très heureux et je vais, pas par fausse modestie, vous dire que dans la réalité, j'ai tout appris ou beaucoup appris de vous parce que mon exercice médical avant d'être député était la réanimation et la cardiologie et que effectivement la mort avait un aspect pour la discipline dans laquelle j'étais qui était un combat que l'on gagnait ou que l'on perdait. Voilà. Et la perte du combat était l'échec de l'équipe et on se culpabilisait et on cherchait toujours pourquoi on avait échoué et pourquoi la prochaine fois on essaierait de gagner. Je ne dis pas que cette discipline-là est néfaste. Je dis que j'ai appris autre chose à l'occasion d'une affaire que vous connaissez tous, qui est l'affaire Vincent Humbert, ce drame véritablement de tragédie grecque dans lequel la mère donne la mort à son enfant, puis le médecin réanime, puis euthanasie la personne qui l'a réanimé. Et l'interpellation du président de la République à l'époque, Jacques Chirac, me confie pour deux raisons. Hein. Une raison, c'est que j'étais médecin. L'autre raison, c'est que j'avais écrit un livre qui s'appelait Le principe de modération
et qui lui laissait penser que je trouverais l'équilibre dans un texte qui soit non excessif. Voilà. Donc, ça tombe sur moi et on fait en réalité pas une proposition de loi, on fait une mission d'information, même pas, c'est une mission d'information, on remet un rapport. À la fin de cette mission, euh, que nous avons choisie volontairement, lente et apaisée, avec une technique qui est assez connue, mais que vous connaissez aussi, qui est audition, discussion, côté positif, côté négatif, après chaque audition. Cette opération dure 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, on est avec des députés qui viennent de tous les horizons, avec un lien de confiance, je dirais presque un lien de fraternité, d'interrogation. Voilà. Axel Kahn disait euh, le doute est utile et fertile. Et effectivement, on avait un peu quitté toutes nos certitudes pour aller être déstabilisé par ce qu'on écoutait sur la sociologie de la mort dans certains pays, sur la psychologie de la culpabilité ou de la honte, sur les services de soins palliatifs, la pédiatrie et les nouveau-nés, les grands vieillards et la cancérologie, les groupes de pensée, qu'ils soient libres penseurs ou religieux. Et à la fin, alors que je remettais ce rapport, que je l'écrivais, c'est les collègues, moi je siégeais à ce moment-là dans le groupe UMP sur la composante UDF, et à ce moment-là, la gauche, les socialistes, les, les communistes, et il n'y avait pas de LFI à l'époque, et les écologistes viennent et disent, si tu veux, on rédige tout ça ensemble et on fait une loi. Et donc, c'est ce qu'on fait. On l'écrit de manière un peu maladroite. C'est une loi qui est un peu répétitive. Les juristes la critiquent souvent parce qu'ils disent, bon, si on n'a pas compris qu'il faut préserver la dignité du patient, vous le dites 15 fois, il suffirait de le dire une fois dans la loi. Donc, elle est mal écrite, elle est un peu maladroite, mais elle dit les principes que vous avez évoqués, le non-abandon, la non-souffrance et le non-acharnement thérapeutique, que nous appelons tous obstination déraisonnable. Donc, la loi sur le non-abandon, elle est relativement bien comprise. J'ai vécu, moi, parce que j'ai un certain âge, une période dans laquelle les médecins ne rentraient que dans les chambres des gens qui n'allaient pas mourir et sautaient volontairement les chambres des gens qui allaient mourir, considérant que c'était des gens dont ils n'avaient plus à s'occuper, puisqu'ils ne pouvaient pas les guérir. Et donc, le nom d'abandon, c'était mon malade et mon malade jusqu'au bout. Et cet être qui me fait confiance et cette confrontation de deux confiances et de deux consciences, on va jusqu'au bout du chemin ensemble, que je puisse te sauver ou te guérir, ou que je ne puisse pas et que je sois en situation de t'accompagner. Le deuxième sujet était plus compliqué et on a sur la non-souffrance. La non-souffrance, elle est jusqu'où doit-on aller dans la non-souffrance? On voit qu'on a eu un complément après, technique, avec la loi qu'on a fait avec Alain Claes, parce que la non-souffrance, elle est très différente de la femme qui accouche, au sujet qui a une colique néphrétique, au sujet qui est en train de mourir. Et donc, comme on considérait que le pronostic vital était engagé, on a considéré, c'est une avancée de la loi qu'on a un peu oubliée, qu'on avait le droit, le devoir de supprimer la souffrance, même si veut bien dire ce que ça veut dire, même si cela peut éventuellement raccourcir la vie. C'était quelque chose qui était un peu transgressif parce que ça voulait dire que l'on pouvait, non pas en effet direct et en intention, mais accepter que l'action que l'on mène puisse, pour soulager la souffrance, accélérer la mort. Un insuffisant respiratoire qui souffre et sur lequel on fait une sédation, on ne peut pas ignorer qu'il y a un risque d'accélérer la mort. Mais on avait considéré que c'était un double effet et que ce double effet, à condition que ce ne soit pas une intention première, était acceptable dans un contexte, bien sûr, de collégialité. Et la collégialité rentre dans la loi et elle rentre dans ce que vous connaissez bien en soins palliatifs, mais que les autres disciplines connaissaient assez peu.
en dehors des réunions interdisciplinaires sur le cancer. Ensuite, dans cette optique-là, on dit, et c'est peut-être la chose qui a été le plus transgressif et modificatif, c'était le fait de dire non à l'obstination déraisonnable. Et on essaye de définir l'obstination déraisonnable en disant ce sont les traitements qui sont inutiles, qui sont disproportionnés, et on introduit la proportion entre le bénéfice de la longueur de la vie et le bénéfice de la souffrance, et l'inconvénient de la souffrance, et puis lorsqu'ils n'ont d'autre but que le maintien artificiel de la vie. Et là, bien entendu, la référence, elle va s'expliquer plus tard dans l'affaire Vincent Lambert. Bien sûr, on s'adresse aux sujets qui sont en état végétatif chronique, qui n'ont aucune relation à l'autre, ils n'en auront jamais, et qui n'ont aucune conscience, même minime, qu'ils existent. Ce n'est pas des polysymptomatiques, c'est des situations dans lesquelles toutes les facultés cérébrales sont détruites, mais où on pourrait maintenir artificiellement en vie les constantes biologiques pendant quelques heures, quelques jours, quelques mois et quelquefois quelques années. Donc, la base, le don d'abandon, la non-souffrance, le non-acharnement thérapeutique est relativement facile à exprimer, plus difficile à mettre en œuvre, en tout cas pour les deux derniers. Quand est-ce qu'il y a une obstination déraisonnable? Et là, c'est la collégialité qui revient et qui revient en force, parce que définir l'obstination déraisonnable, c'est quand même beaucoup plus facile de le définir en débat que de le définir en solitaire. Le texte, effectivement, est voté à l'unanimité. Je dirais qu'on n'a pas de mérite à ce qu'il soit voté à l'unanimité, puisqu'il est écrit à plusieurs mains. Il y a 31 députés, on signe à 31 députés, comme ils sont de toutes les tendances de l'hémicycle le vote, le Sénat le vote en parallèle, parce que les ministres appuient un texte qui n'était pas issu des ministères, et donc la loi passe. Peut-être elle passe trop facilement, si bien qu'on en parle très peu, et que la culture palliative met un petit peu de difficulté à avancer. Au fond, on parle beaucoup des lois polémiques, on parle beaucoup des lois lourdement transgressives. Celle-là, sans faire encore de la fausse modestie, je l'ai appris de vous, et en même temps, on a pillé les bonnes recommandations des sociétés françaises et européennes de soins palliatifs, de cancérologie, de réanimation, et on a puisé dans le code de déontologie des mots, l'obstination déraisonnable, et on a fait un texte qui essayait, en fait, de faire la synthèse. On n'a rien inventé. On a essayé de mettre dans la loi ce qui nous paraissait éthiquement responsable et que l'on faisait, mais de manière clandestine, en particulier les arrêts des traitements salvateurs. Et dans l'arrêt du traitement salvateur, jusqu'à présent, on le faisait dans la clandestinité, mais on le faisait souvent, malheureusement, sur des malades inconscients, incapables d'exprimer leur volonté. Et donc, on a introduit deux éléments que vous connaissez parfaitement, les directives anticipées, dont je ne pense pas le plus grand bien, parce qu'elles sont très difficiles à manier et qu'elles ne sont pas obligatoires. C'est une violence d'imposer des directives anticipées à quelqu'un qui ne souhaite pas les écrire ou qui n'évoque pas le sujet. Et puis, bien sûr, la personne de confiance, que vous savez bien, différente de la personne à prévenir en cas de difficulté. Donc, le texte est façonné ainsi. On définit des lits identifiés de soins palliatifs pour essayer de diffuser la culture palliative et de ne pas le laisser dans l'entre-soi des unités de soins palliatifs. Et au fond, le cheminement se fait apparemment de manière tranquille. Déjà à l'époque, il y a des partisans de la mort volontaire assumée par le corps médical, l'euthanasie, ou de la mort volontaire, comme elle était presque déjà de pratique en Suisse, l'assistance au suicide. Dans ce contexte, il arrive un épisode qui est l'affaire de Chantal Sébir, qui est une affaire impensable, parce qu'en fait, une malade qui refuse d'être traitée alors qu'elle peut être guérie, qui ensuite, malheureusement, voit évoluer une tumeur qui lui déforme le visage et entraîne des délabrements importants, et qui refuse les soins palliatifs et demande la mort et rien d'autre. Et donc, bien entendu, on est dans une impasse. À ce moment-là, on refait le bilan de la loi
elle est assez bien comprise par le corps médical, mais il n'y a même pas 50% du corps médical qui la connaît. Et il n'y a même pas 20% de la population qui sait qu'il a un certain nombre de droits supplémentaires. Donc, on appuie sur le fait de la culture palliative à développer et on introduit le congé soins palliatifs, c'est-à-dire la possibilité pour toute personne d'avoir 15 jours à 3 semaines pour accompagner un mourant, que ce soit à domicile ou dans un secteur hospitalier. L'évolution fonctionne jusqu'à l'élection présidentielle. François Hollande est candidat et il écrit un texte qui peut être interprété de façon différente, puisqu'il écrit qu'il souhaite, s'il est élu, faire en sorte que tout adulte puisse bénéficier d'une fin de vie digne avec une aide médicale. Voilà. Les médecins de soins palliatifs disent c'est des soins palliatifs. L'association Droit de mourir dans la dignité dit ils ont 10 dignités, il a 10 dignités, donc c'est bien l'euthanasie qui va faire. Et donc François Hollande, élu, propose à Alain Claes, avec qui on avait travaillé, qui est député socialiste, avec qui on avait travaillé sur la bioéthique, de travailler ensemble pour faire un texte à la base du rapport Sicard. Le rapport Sicard était un ancien président du comité consultatif national d'éthique. Il avait fait le tour de France. Il avait retenu 2 éléments majeurs. C'est qu'il y avait encore beaucoup de gens qui souffraient et qui souffraient de douleurs physiques dans les dernières heures et les derniers jours de leur vie. Et il pensait à juste titre que c'était une anomalie. Et la deuxième, c'est que la parole du malade était encore insuffisamment écoutée. Donc, on renforce les directives anticipées. Avant, on demandait l'avis. Là, les directives anticipées s'imposent avec, bien entendu, l'appréciation médicale de voir si elles sont adaptées à la situation. Et puis, l'autre côté, vous le connaissez, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Cette sédation profonde et continue jusqu'au décès, elle était pratiquée dans les services de soins palliatifs, dans les situations où il y avait la souffrance réfractaire d'un côté et le pronostic vital engagé à court terme. Donc, à cette époque-là, l'unanimité n'est pas de même type. Je dirais qu'elle est un peu imposée par le président de la République, qui valide le texte. Et dès l'instant où le président de la République valide le texte, la droite et la gauche votent l'ensemble, surtout la gauche qui était plus réticente que la droite sur le deuxième texte. La droite était réticente parce qu'elle pensait qu'on commençait à aller trop loin. La gauche était réticente parce qu'elle pensait qu'on n'allait pas assez loin. C'est un grand classique en termes bioéthiques. Donc voilà l'histoire. Si j'en tire quelques conclusions, d'abord, c'est que la mort, ce n'est pas un problème médical, c'est un problème existentiel, c'est le tragique de nos vies. Et donc, on ne le réglera pas avec de l'hypnovelle ou de la morphine. Le deuxième sujet, c'est que la mort, c'est l'autre et qu'il y a toujours une difficulté à se mettre à la place de l'autre. Et souvent, les gens qui considèrent que vivre la vie que vit telle personne ou telle autre est indigne et qu'on doit leur donner la mort, quand ils se trouvent dans cette situation, et vous connaissez bien cela, ils changent d'avis. Et donc, il ne faut pas raisonner pour l'autre comme on raisonnerait pour soi bien portant, mais il faut essayer de se mettre à sa place pour comprendre ce qu'il attend de la société et pas forcément donc qu'elle lui donne la mort. Ensuite, l'idée générale, c'est que dans une société, il y a toujours des forces et des tensions contradictoires. Vous avez liberté, égalité, fraternité. Personne n'ignore que si je pousse très loin le curseur de la liberté, je vais rompre l'égalité parce que ce sera les plus forts qui gagneront sur les plus faibles. Et la liberté tuera l'égalité. Et puis, si je pousse le curseur de l'égalité où tout le monde doit être totalement égaux dans toutes les situations, bien à ce moment-là, je tue la liberté individuelle, l'innovation, la personnalisation de chaque vie et de chaque action. Et donc, la personnalisation de chaque vie, c'est aussi la personnalisation de chaque mort. Donc, dans ce contexte-là, il y a un conflit de valeurs, une éthique de la vulnérabilité. C'est le nous qui protège, nous te protégeons, contre le jeu de l'individu et une éthique de l'autonomie qui dit c'est mon choix et j'ai le droit de demander à ce que mon choix soit assumé. Et bien entendu, cette éthique de la vulnérabilité contre l'éthique
de l'autonomie se règle au cas par cas, elle se règle en fonction des personnes et elle se règle en fonction des situations. Je prends l'exemple, il y a eu une affaire qui est affaire témoin de Jéhovah contre Assistance publique des hôpitaux de Paris, où les médecins, je résume, sur une malade qui meurt d'hémorragie utérine, transfusent en urgence la patiente contre son avis, et finalement le Conseil d'État donne raison aux médecins. Ce qui voudrait dire que finalement, la vulnérabilité, la règle de vulnérabilité s'impose à la règle de l'autonomie, que te sauve malgré toi, même si tu ne veux pas. Et lorsque je disais ça au Conseil d'État, le Conseil d'État m'a fait remarquer que c'était parce que c'était une jeune femme et parce qu'elle allait mourir et qu'elle avait une longue vie devant elle si on la guérissait, si on la sauvait. Et il disait, si vous aviez eu un grand vieillard qui a plus qu'une semaine à vivre, qui ne veut pas être transfusé et que vous le transfusez quand même, vous commettez une faute parce que vous ajoutez du malheur à son malheur. Et à ce moment-là, la même action de transfuser contre son avis un témoin de Jéhovah, une fois était illicite et une fois était illicite moralement et éthiquement. Donc, n'oublions pas ce conflit de valeurs qui fait qu'il n'y a pas d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants, d'un côté les conservateurs, de l'autre les libéraux. Il y a en fait cette difficulté d'aborder de manière équilibrée la fin de vie. Si on est aujourd'hui en train d'en redébattre, et si on avait un vœu à faire, ne me faites pas des lois, donnez-moi des moyens. Voilà. J'ai expliqué que déjà une seule loi pour expliquer qu'à l'intérieur on y mettait soins palliatifs et euthanasie ou suicide assisté me paraissait un amalgame qui n'était pas acceptable. Le Premier ministre a séparé les deux textes, il a bien fait. Pour autant, avons-nous vraiment un besoin d'un texte de soins palliatifs? S'il y avait une priorité des priorités, c'est les moyens. Une personne sur deux n'ait pas accès aux soins palliatifs en fin de vie, alors qu'elle en a besoin, et qu'il y ait 20 départements français qui sont dépourvus d'unités de soins palliatifs, ça va bien au-delà de la culture palliative. On sait très bien qu'une demande de mort chez un patient en fin de vie, s'il est hospitalisé en unité de soins palliatifs, on voit cette demande disparaître dans l'immense majorité des cas. Donc, ça veut dire que c'est, à mes yeux, le préalable à toute réflexion législative sur le droit à la mort. Le deuxième élément, c'est que sur le texte du droit à la mort, hein, ou de l'homicide par compassion, on voit bien qu'il y a une première difficulté, c'est de nommer les choses. Moi qui suis très Camus, Camus dit dans un des textes, euh, un homme, ça s'empêche, voilà. Et donc, à un moment donné, l'interdit est constitutif d'une réponse éthique. S'il n'y a aucun interdit, on n'a pas de barrière à mettre sur tout autre texte. Et si on est sur lever de l'interdit de tuer, on est bien entendu sur la transgression majeure. Donc, est-ce que le suicide, puisque ça s'oriente un peu comme ça dans le texte, est préférable à l'euthanasie? J'ai eu le malheur, et je le pense quand même, que l'assistance au suicide type Oregon est un moindre mal par rapport à l'euthanasie type belge. Pour deux raisons. Une qui est un peu égoïste, et je le reconnais, c'est que le suicide assisté n'implique pas le corps médical, en tout cas pas directement. Le deuxième, c'est aussi un élément quantitatif. C'est on multiplie par 10 le nombre de morts par substance létale administrée si on fait de l'euthanasie par rapport au suicide assisté. Le troisième, c'est que s'il y a vraiment un conflit de valeurs entre l'autonomie de la personne d'un côté et la vulnérabilité reste sur le secteur hospitalier, sur le secteur santé, sur le secteur du soin, sur le secteur du care. Et puis, il y a l'autonomie de la personne qui, si elle le souhaite, et dans un contexte particulier, peut être aidée à se donner la mort.
j'ai vite abandonné ce distinguo plus acceptable. D'abord parce que le moindre mal est un mal. Voilà. Hannah Arendt a écrit sur le moindre mal en disant le moindre mal, le danger, c'est qu'à peine après l'avoir appliqué, on a oublié que c'était un mal. Voilà. Et je pense que donner la mort, c'est un mal, même si on en dédouane le corps médical. Donc, dans la question qui se pose, c'est de dire si je fais une loi qui peut donner la mort à quelqu'un qui le réclame, quels sont les critères? Et là, on voit bien qu'on va vous expliquer, on va nous expliquer qu'il y a des critères stricts, mais on va vite voir que les critères stricts sont en fait flous et qu'un critère strict qui est flou est excessivement permissif. Donc, quand ce n'est pas suffisamment permissif, ça se passe comme au Canada ou ça se passe comme en Belgique, petit à petit, le législateur vient et élargit le cadre qu'il a mis initialement. Sur le plan de la logique, c'est assez normal. Parce que si c'est un bien de donner la mort à l'autre, pourquoi je ne pourrais pas le donner à quelqu'un qui a 17 ans et je pourrais le donner à quelqu'un qui en a 18? Si c'est un bien et que je ne réponds qu'à la souffrance, est-ce que le syndrome mélancolique n'est pas une souffrance? Et est-ce que le syndrome mélancolique n'a pas le droit donc de choisir le néant plutôt que la souffrance de la mélancolie et de la dépression? Donc, tôt ou tard, j'ai écrit un jour que les portes entrouvertes dans ce domaine finiront grand ouvertes, parce que dans la logique, si on prend le critère de liberté, de choix de l'individu associé à la souffrance ressentie comme seul critère, eh bien, on aura tous droit à la mort programmée et à la mort administrée. Fourcade, qui est la présidente des soins palliatifs, a dit récemment que 1 million de Français seraient éligibles, puisqu'ils sont dans un stade avancé ou terminal d'une maladie qui entraîne la souffrance et qui inéluctablement les amènera à la mort. Et puis, on va même arriver à un moment donné, et c'est d'ailleurs dans la pensée de ceux qui écrivent le texte, que le pronostic vital n'est pas utile. Au Canada, ils avaient mis le pronostic vital un peu comme dans l'Oregon à 6 mois, puis ensuite ils se sont rendus compte pourquoi 6 mois. D'abord parce que je n'arrive pas à fixer un pronostic vital à moyen terme. Pronostic vital à court terme, j'y arrive. J'ai une défaillance polyviscérale, j'ai une situation qui se dégrade vite. Je peux arriver à dire, dans les 15 jours qui viennent, cette personne va mourir. Mais dans 6 mois, je ne peux pas. Et la Haute Autorité de Santé l'a rappelé en disant qu'on ne pouvait pas fixer de pronostic à moyen terme. On peut fixer des pronostics à moyen terme de manière statistique, dire telle pathologie, tel cancer avec telle métastase, dans telle situation, c'est tel individu, c'est 6 mois, mais je ne peux pas dire à la personne que j'ai en face de moi, c'est dans 6 mois, peut-être que ça sera dans 2 ans, dans 3 ans. D'ailleurs, dans l'Oregon, il y a un des patients qui a pris les pilules de la mort, les kill pills, il les a pris 5 ans après, ce qui prouve bien que nous sommes incapables de fixer un réel pronostic. Donc, dans ce contexte, finalement, on voit bien que les critères ne serviront à rien. Ils seront pour nous rassurer dans un premier temps, mais ils évolueront très vite vers une plus grande permissivité. Et la question se pose, est-ce qu'on a le droit de donner la mort à quelqu'un qui le réclame? Voilà. Moi, je le dis, c'est pas par conviction religieuse, mais je pense que non. Voilà. Je pense que non pour plusieurs raisons, parce que d'abord, c'est une transgression médicale majeure. On ne peut pas dire que c'est un soin, d'autant plus que ça arrête le soin. Donc, donner la mort ne peut pas être considéré comme un soin. Et je pense qu'il y aurait un risque énorme à ce qu'on impose aux unités de soins palliatifs ou aux soignants de soins palliatifs, qu'ils soient infirmiers, médecins ou peu importe, qu'on leur impose de donner la mort à la demande du malade. Ça va rompre effectivement un interdit qui, à mes yeux, est un interdit majeur et qui est un interdit médical, parce que la confiance ne peut se lier qu'avec cet interdit. Je suis là pour te soigner, je suis là pour te soulager, peut-être quelquefois
te sauver ou pour te guérir, mais en tout cas, si je ne te guéris pas, j'essaye de te soulager, et si je n'arrive pas à te soulager, je t'accompagne. Voilà. Et je ne te lâcherai pas, mais je ne te tuerai pas. Ça, c'est la première transgression. La deuxième transgression, elle est législative. Vous avez vu qu'un certain nombre de législateurs et de juristes sont insurgés. Dans le droit français, donner la mort à quelqu'un, ça s'appelle un homicide. Voilà. Cet homicide, bien entendu, on tient compte des circonstances, de la personne, etc. Et on peut ne pas se poursuivre. Il y a une excuse légale à l'homicide, c'est la légitime défense. Voilà. Donc, là, quelle est l'exception qui permet la légalisation de donner la mort? Il faudra trouver une explication. Et comme on ne peut pas arriver à se mettre dans le code pénal, alors que c'est là qu'on devrait s'y trouver, puisque c'est là qu'on parle de la mort infligée à l'autre, eh bien on va dans le code civil et on utilise des périphrases qui consistent à dire on va faire une aide à mourir. Voilà. À tel point que il y a ce matin un journaliste qui me disait finalement, vous avez fait la même chose, puisque vous acceptez qu'on soulage le malade, c'est aussi une aide à mourir. Il dit, sauf que soulager le malade et le faire dormir, c'est quand même pas la même chose que le faire mourir. Bon. Donc, on voit bien qu'en jouant sur les mots, on essaye de dire finalement, c'est pas si grave que ça, c'est juste un peu plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est pas un peu plus loin, c'est ailleurs. Et c'est pas un peu plus loin parce que c'est une transgression majeure, à mes yeux. On ne donne pas la mort à l'autre. Voilà. Les sociétés, que le ciel soit rempli d'anges ou qu'il soit vide, on ne donne pas la mort à l'autre. Lévinas dit le visage de l'autre m'empêche de le tuer. Voilà. Le visage de l'autre me dit j'ai en face de moi mon semblable, mon frère, et je ne lui donne pas la mort. Et cet interdit est le constitutif de toutes les sociétés. Toutes les sociétés se construisent là-dessus à tel point qu'elles n'autorisent à donner la mort que par la puissance du pouvoir ou bien par la guerre. Mais jamais elles n'autorisent à se donner la mort entre nous. Et donc, il y a ce problème-là qui est un problème majeur, associé à un autre problème. J'ai encore entendu ce matin la journaliste qui me disait quand même, il faut faire quelque chose pour les maladies de Charcot. Aller faire une loi pour une pathologie particulière sur des gens qui ne sont pas plus demandeurs que les autres de mourir et qui sont plutôt des gens qui veulent vivre leur vie à fond, je pense que c'est discriminant. Et enfin, dans une société dans laquelle on va dire, vous pesez sur la société, il y a un danger à inoculer dans la tête des gens qui sont de trop. Voilà. Et il n'y a personne qui est de trop. On ne peut pas imaginer, j'entends de temps en temps des retraités qui disent maintenant je ne travaille plus, je ne sers à rien. Mais si l'individu ne sert qu'à produire, c'est catastrophique pour l'humanité et pour un pays comme la France. Si effectivement la personne, parce qu'elle est vulnérable, parce qu'elle est mourant, mendiant, on considère que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue et qu'on lui dit tu as cette possibilité, eh bien on va les pousser à aller vers cette possibilité, surtout si on lui colle l'étiquette de la dignité. Rappelons-nous quand même qu'au Canada, ils ont fait un sondage et qu'un tiers des Canadiens aujourd'hui pensent qu'on devrait proposer le suicide assisté aux sans domicile fixe, parce que comme ils sont dans la misère et dans la souffrance, ça pourrait être une alternative. Je termine sur ça. Attention à ce qu'on n'ait pas une loi qui vienne en compensation de ce qu'on est incapable de faire. Une loi qui ne serait pas un recours pour les plus vulnérables, mais au contraire une voie que la société tracerait pour effectivement ceux qui pèsent. La deuxième cause de demande de mort après la souffrance, c'est je pèse sur ma famille et je pèse sur la société. Parce que le message d'une collectivité, d'une société humaniste comme celle de la France, elle n'est pas de dire tu ne pèses pas et ta vulnérabilité est un enrichissement pour nous tous et donc je ne te donnerai pas la mort, je vais essayer de te donner le goût à la vie en allégeant ou en supprimant tes souffrances. Donc je pense que le problème se pose au-delà
du problème médical comme un problème de société où il va y avoir un combat entre les utilitaristes qui disent cet argent dépensé, pourquoi? Pour des quelques heures, quelques jours d'accompagnement, alors qu'on pourrait en sortir de la vie dignement. Et puis ceux qui, comme moi, comme vous, continuent à dire euh, il n'y a pas de vie indigne, voilà. Et le dignitomètre, comme le disait Jean-Marie Gomas, n'existe pas. Et donc, tout homme est digne entièrement jusqu'à son dernier souffle. Et la force, justement, d'une société évoluée, c'est de considérer les plus vulnérables comme des humains à part entière. J'ai un peu parlé trop longtemps et je m'en excuse, mais je suis prêt à débattre avec vous parce que j'ai constaté que dans le débat, j'apprends plus que ce que vous apprenez de moi. Monsieur Leonetti, merci beaucoup pour votre intervention, pour votre éclairage, pour votre discours clair et franc. Euh, Comme prévu, on va proposer à chacune d'entre vous de pouvoir intervenir. Alors, comme on est en multiplex, peut-être à partir de chaque salle, si on peut avoir une personne qui fasse passer. On a un micro aussi. Alors, on fait ça à Saint-Brieuc où on est là, mais depuis chaque site, peut-être indiquer sur l'écran par une main, un petit pouce, quelque chose, un signe, les gens qui souhaitent prendre la parole de façon à ce que vous puissiez vous exprimer, poser les questions. Donc, la parole est à vous. On a l'opportunité d'échanger directement avec Monsieur Leonetti et peut-être même d'interagir entre vous, hein, si c'est Bien sûr. nécessaire, au contraire. Et, et profiter de cette opportunité aussi de vous éclairer à notre niveau, humblement, Monsieur Leonetti, mais en tout cas d'avoir ce retour Oui, direct, oui, direct des professionnels et bénévoles qui sont là, puisque c'était aussi ça l'intérêt ce soir, c'est vraiment de vous donner la parole et de voir comment vous qui vivez cette réalité tous les jours, vous avez pu réagir quand, sur des propos tels que, effectivement, moi j'ai bien retenu la loi en compensation de ce qu'on est incapable de faire, ça résonne beaucoup. Euh, Au-delà d'un aspect militant ou autre, et avec toute la neutralité qui s'impose à moi ce soir, quand même, reposer la question des moyens par rapport à la pertinence d'une loi qui apportera quoi exactement. Voilà. Soyons au contraire, je pense que on peut. C'est ça aussi qu'on attend de nous, c'est de l'authenticité, et quels que soient les oui, avis. oui. Alors, je vois une main levée à Saint-Brieuc. On fait comme ça. Saint-Brieuc? Saint-Brieuc. Ouais, vas-y, redis bonjour s'il te plaît. Est-ce que tout le monde entend? Sinon, on retransmettra, ou sinon, bah, viens près de moi. Ouais, ouais. On, on va pas singer l'école des fans, mais quand même, pour des raisons pratiques, si c'est. Viens. Ouais, tu parles devant le micro, là, et puis dans ton micro aussi, comme ça tout le monde t'entend. Super. Donc, bonjour, vous m'entendez? Monsieur Leonetti? Enfin, docteur. C'est bon, vas-y. Oui, donc bonjour. Donc, moi, je suis Alexandre Leroy. Je suis également médecin dans Bretagne. Effectivement, moi, je suis aussi tout ça de près depuis la loi relative aux droits des malades jusqu'à la dernière loi Claes-Leonetti. Et donc, moi, je suis très réceptif à ce que vous dites là sur l'interdit. Mais aussi au quotidien, il y a beaucoup d'interdits qu'on se permet d'enfreindre de manière exceptionnelle. Et lors de la dernière loi qui a été discutée, il y a eu un amendement qui a été un peu mis de côté et qui apportait une notion d'exception d'euthanasie. Et je trouvais ça intéressant parce que ça apportait justement le côté exceptionnel. Et je voulais savoir un peu si vous saviez pourquoi cet amendement avait été rejeté à l'époque et qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Alors, Merci. je réponds à celle-là, oui. Oui, s'il vous Vous plaît. avez raison parce que l'exception d'euthanasie, ça a été proposé par le Comité consultatif national d'éthique dans sa version initiale.
Et donc, quand on a fait les textes, on s'est rapproché euh, et, alors vous allez me le confirmer ou pas, en soins palliatifs, certains médecins, Régis Aubry pour ne pas le nommer, dit il y a quand même, à titre exceptionnel, des situations totalement inextricables dans lesquelles le double effet que tu as mis dans la loi est en fait un double effet volontaire et qui ressemble en partie au double effet volontaire de la pratique ancestrale des cocktails lithiques, dans lequel je sais que je soulage, mais je sais volontairement que j'accélère la mort et que je la provoque. La, alors la situation est probablement juste, il doit y avoir des situations exceptionnelles. Mais un texte législatif, ça dit la règle. Donc, je rappelle ce que disait Badinter, on ne légifère jamais pour un cas particulier ou pour des cas particuliers à venir. Donc, en réalité, on met une règle globale. Cette règle globale, c'est tu n'as pas le droit de tuer. Après, est-ce que je peux mettre l'exception comme règle? Si je mets l'exception dans la règle, elle n'est plus une exception, elle devient une règle. Et donc, ce n'est pas uniquement de la sémantique juridique, c'est aussi le fait de dire, voilà comment ça fonctionne. Après, deuxième point, s'il y a un élément de comparaison qui vaut ce qu'il vaut, et qui est de moi, qui n'est pas de Badinter, quand vous passez le code de la route, on vous dit, vous traversez pas la ligne jaune, vous ne mordez jamais sur la ligne jaune. Bah, il arrive à titre exceptionnel que pour des raisons qui sont légitimes, vous mordiez la ligne jaune. Parce qu'il y a un gosse qui a traversé, parce qu'il y a un obstacle sur la route, ou pour une raison que vous pouvez expliquer. Or, en France, on est dans une situation dans laquelle, on le sait, le code pénal, c'est qualification de l'acte, homicide, ensuite circonstances et opportunité des poursuites. Et en fonction des circonstances, effectivement, l'opportunité des poursuites est choisie par le juge, qui bien entendu peut nommer des experts. Et donc, ce que j'avais proposé à cette époque-là, c'est qu'à un moment donné, oui, je transgresse. Parce que là, je ne peux pas faire autrement. Et je donne les explications pour lesquelles je mords la ligne jaune. Mais je la mords à titre exceptionnel, non pas dans le cadre d'une loi banale que j'applique au quotidien, dans le cadre d'une situation de transgression exceptionnelle. Un ancien ministre de la Santé me disait, ah oui, mais tu es sur une situation de guerre et le sujet est en face de toi, il vient d'avoir les deux jambes arrachées et tu sais qu'il va mourir et tu as qu'un produit pour lui donner la mort, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai dit, bah, oui, mais ça, c'est une situation totalement exceptionnelle. On n'a pas à répondre à ça. La loi, elle dit des règles. Et on a fait une loi aussi, vous l'avez souligné, M. Pasquier, je vous en remercie, qui est une loi cadre et une loi de cheminement, c'est-à-dire une loi de questionnement. On se pose la question, est-ce qu'on est dans telle situation? On se la pose à plusieurs. Et on regarde, est-ce que je suis en obstination déraisonnable ou pas? Est-ce que le traitement que je fais est justifié ou pas? Est-ce que l'arrêt du traitement salvateur que je vais mettre en place est justifié ou pas? Et donc, ce questionnement, il doit exister jusqu'au bout. Et peut-être, ça je ne sais pas, est-ce que dans les soins palliatifs, il y a des médecins de soins palliatifs qui me disent, moi, j'ai aucune demande de mort. Il y en a d'autres qui disent, elle existe, mais elle est exceptionnelle. Est-ce que pour ces cas-là, il faut faire une loi qui va devenir normative et universelle et qui va dire tout le monde a droit à, alors qu'en réalité, c'est une situation qui ne relève que de l'exception. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais il ne faut pas légiférer sur l'exception. Badinter disait les lois d'exception dans les pays, c'est dans les pays totalitaires qu'on fait des lois qui sortent des règles. Bien sûr, il évoquait les lois d'exception qui se font dans les pays totalitaires. Mais une loi, ce n'est pas l'exception. Une loi, c'est la norme universelle.
Merci beaucoup. Une main levée à Quimper. Donc, Elisabeth, si voilà, c'est possible d'activer le micro et que la personne s'exprime. Je viens de voir la vidéo, tout ça, on voit. Bonjour, et je vous remercie d'avoir ben, fait cette présentation. C'était vraiment super intéressant. C'est un vrai privilège d'avoir eu l'opportunité de vous écouter. Et Merci. alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, moi j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup d'exceptions dans nos services de réanimation et d'urgence. Mais c'était pas là l'objet de ma question. L'objet de ma question, c'est que j'ai l'impression que ces lois de 2005 et 2016, bien qu'elles datent, elles sont pas connues, comme le disait notre collègue Gaëtan Marignac, je crois. Elles ne sont pas suffisamment appliquées. Alors, quel est le problème? Est-ce qu'il y a un désintérêt du corps médical, une couardise? Comment faire changer les choses? Parce que avant d'appliquer des lois qui n'existent pas encore, enfin, on aimerait bien que celles qui sont d'actualité soient appliquées. Je me suis souvent posé cette question. Je vous ai dit un petit peu, la première idée, c'est que les lois qui passent consensuellement, euh, elles apparaissent comme la banalité de la norme. Et donc, on ne les défend pas. Si c'est une loi, je vais être un peu caricatural, mais si c'est un ministre qui porte une loi, il va la vendre, entre guillemets, aux médias, il va la vendre au public. Il va dire désormais, vous voyez, il y a ça qui a changé, etc. Là, c'est une loi qui a été faite 2 fois par des parlementaires. Et les parlementaires, ils n'ont pas la puissance de feu de la communication d'un gouvernement. Ensuite, personne finalement se les est appropriés. Il n'y a aucun gouvernement euh, qui l'a prôné, qui a fait des brochures, qui a essayé de le développer. Les brochures qu'on trouvait entre 2005 et 2016 dans les hôpitaux, c'était les brochures de la DND. Voilà. Donc, c'est bien prouvé que ne défendait pas tellement cet élément. Le deuxième sujet, ça c'est un sujet politique. Le deuxième sujet, à mon avis, est un sujet sociologique. Le tabou de la mort a augmenté. Et au fond, dans une société dans laquelle on cherche le bien-être, et ce n'est pas un mal, euh, où on cherche le bonheur. Hein. Rappelez-vous, les révolutionnaires disaient le bonheur est une idée neuve en Europe. Donc, la, la République française, elle prône le bonheur. Donc, et le bonheur, c'est pas la mort. Et donc, on a, au fond, dit qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est un instant précis, mais ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, ça fait mal. Voilà. Le deuil fait mal. Et donc, on a essayé d'expliquer, regardez-le, effacer le deuil visible. Plus personne ne porte le deuil, ni même un signe de deuil, ni même une marque qui montre qu'il est en situation de manque, de vide. Voilà. Donc, si on pouvait supprimer ce qui précède la mort, c'est-à-dire, au fond, l'agonie, ça serait bien. Finalement, la mort serait, comme elle est taboue, on n'en parlerait plus du tout. Et si on pouvait faire disparaître dans les hôpitaux blancs la mort noire, ça serait pour une société une forme de tranquillité et de bonheur à la portée de tous. C'est mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, on constate que la fin de vie est considérée comme inutile et le deuil est considéré comme inutile. Au passage, ces périodes-là sont à la fois inutiles et non productrices. Et donc, c'est aussi peut-être une certaine idée de la productivité, de la croissance et de l'effort qui prime sur l'intime et le douloureux. Et puis le troisième élément, c'est que finalement, on a fait des textes et on a toujours été cannibalisé, occulté par la mort volontaire. Donc, chaque fois qu'on a sorti un texte, le débat après, c'est ça va pas assez loin et il faudrait faire un texte où on a le droit de donner la mort, après tout, c'est ma vie, etc. Et donc, chaque fois, le débat ne s'est pas fait sur comment on développe ces idées de l'accompagnement, de,
de l'arrêt des traitements salvateurs, ces problèmes éthiques qui sont des problèmes qui ont été assez bien compris par le corps médical, comment on les développe, c'est pas très, voilà, c'est pas très porteur non plus. Enfin, vous êtes bien placé pour savoir que les soins palliatifs, on met les moyens quand on a mis les moyens partout ailleurs, quoi, hein. Donc, bien sûr, c'est l'urgence qui prend d'abord, puis la chirurgie, et puis la réanimation, puis les cardiologues qui arrivent, etc., etc. Sauver la vie, sauver la vie, sauver la vie, c'est logique. Et donc, à la fin, s'il ne reste plus rien, on dit, bon, ben, les soins palliatifs, on n'ouvrira pas un service, ou les soins palliatifs, on mettra moins de moyens. Et donc, ce dénigrement, à la fois par le législateur, par le politique, par la population qui n'a pas trop envie d'en parler, et par le corps médical lui-même, enfin en tout cas la médecine hospitalière, qui le considère comme, moins, je ne voudrais pas dire moins noble, mais moins prioritaire que l'urgence, la réa ou le reste, ce sont les éléments, à mon avis, qui ont primé à tout ça. Merci beaucoup. Les participants de Brest souhaitent intervenir? Oui, donc c'est Gaëtan à nouveau. Merci pour vos propos, monsieur Leonetti. Je voulais juste rebondir sur pourquoi la loi aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. En effet, vous avez raison, je pense que le tabou sociétal, il empêche nos concitoyens de s'informer. Voilà, on repousse un petit peu ces questions-là pour le moment où on sera concerné. Et je pense que ça tient aussi beaucoup à la façon dont on l'enseigne et la façon dont les générations de médecins précédentes qui ont soit été formés sans cette loi et ceux qui sont arrivés après qui n'ont pas encore pris la main dans la façon dont on l'enseigne et qu'on a encore de nombreux soignants qui arrivent sans ces compétences-là. Et puis aussi parce que, comme je le rappelais dans mon propos, elle est assez élégante et pour être maniée, elle a besoin d'être vraiment bien compris, les tenants, les aboutissants et la façon dont on raisonne avec. Et ça s'apprend difficilement sur un banc de l'école et il faut l'avoir expérimenté probablement sur le terrain pour en cerner un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Et ce qui est difficile à faire dans un système de santé en difficulté, et ça va rejoindre mon deuxième point. Vous vous inquiétez, monsieur Leonetti, pour les soins palliatifs et on l'est. Je vous remercie de votre inquiétude pour nous, mais on a aussi beaucoup d'inquiétudes pour les autres spécialités. Nous, on a un atout fort qui est l'interdisciplinarité, le collectif, l'habitude de discuter de tous ces sujets-là et on arrive à se soutenir les uns les autres. Et comme c'est des questions qu'on aura réfléchi longuement, on sera peut-être plus armé pour y faire face, se réinventer et poursuivre notre travail auprès des patients. Je suis davantage inquiet pour mes jeunes confrères en formation, les internes qui sont déjà en souffrance et qui ont des conditions de travail difficiles et à qui il va forcément arriver des situations telles que celle-ci. Je n'ai pas l'impression qu'ils seront armés pour y faire face. Est-ce que vous avez l'impression que dans les législateurs, députés et sénateurs, c'est des questions qui sont prises en considération? Alors, je ne vais pas dire du mal des députés, j'ai été 20 ans député, donc je ne vais pas raconter que c'est qui légifère au doigt mouillé. Mais en réalité, l'argumentaire contre, ou plutôt l'argumentaire pour l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est l'argument de simplicité. Après tout, c'est son choix, hein. Et donc, c'est la première phrase qui vient. La deuxième, c'est on l'impose à personne. Et donc, finalement, c'est une loi d'individu. Donc, ce n'est pas complètement faux que c'est une loi de liberté individuelle contre une éthique de solidarité collective. Mais les arguments sont projetés sur la population et les députés sont la population. Qu'est-ce que dit la population française? Elle dit aujourd'hui, je veux mourir de manière la plus lointaine possible, je veux que ma mort soit tardive, mais je veux mourir en pleine connaissance de mes moyens, en pleine puissance de mes moyens, et je veux mourir d'une façon
subversive. Voilà. Je veux qu'elle me surprenne. La mort me surprenne. Et si vous allez au bout et que vous avez un public et que vous dites, c'est quoi la belle mort pour vous? Ils disent, eh ben, je veux mourir très tardivement, je monte dans ma chambre, j'ai bu une coupe de champagne parce que c'est mon anniversaire, j'ai fêté mon centenaire, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, on s'est tous embrassés, je m'endors, je ne me réveille pas. C'est très différent d'une mort telle qu'elle était vécue il y a 50 ans, parce que 50 ans, la société était très christianisée et les croyants ont besoin d'avoir une mort annoncée pour pouvoir se préparer à rencontrer leur Créateur et pouvoir se faire pardonner et pardonner aux autres. Donc aujourd'hui, cet élément-là est un élément majeur. Mais l'élément majeur, c'est pas je vais mourir, je le sais, c'est tardivement, je le sais, de manière inopinée, tant mieux. Hein. Alphonse Allais disait je voudrais mourir à 99 ans, tué par derrière par un mari jaloux. Ce qui veut bien dire qu'il avait envie d'être en pleine possession de ses forces et de ne pas voir la mort arriver. Donc, si je reviens sur l'élément, ils ont peur de souffrir parce qu'ils ont vu des parents à eux qui continuaient à souffrir dans les derniers jours, les dernières semaines d'une pathologie et qui n'étaient pas calmés. Et donc, c'est encore cette mémoire de la souffrance non prise en charge par le corps médical. Je pense que c'est en train de s'améliorer. Et le deuxième, alors qui est plus difficile à convaincre, c'est je ne veux pas mourir, entre guillemets, comme un légume, je ne veux pas mourir Alzheimer, si je ne reconnais plus mes enfants, si je me fais pipi dessus, ben, je préfère qu'on me donne la mort. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, attention, ne nous mettons pas à la place de l'autre, parce que si cette personne a un Alzheimer à un moment donné, d'abord à quel moment je lui donne la mort? Quand il ne reconnaît pas 2 fois son fils, quand il a perdu ses selles une fois, quand il s'est perdu dans la rue. Et puis le deuxième point, qu'est-ce que je suis moi pour dire si sa vie vaut ou non la peine d'être vécue? Je raconte toujours une histoire qui m'a frappé. Ma mère était dans un EHPAD et j'allais la voir et quand j'allais la voir, je regardais ces regards un peu vides là. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de dire peut-être qu'il vaudrait mieux mourir avant d'arriver à un stade où je suis tellement absent de moi-même que ma mémoire n'arrive même pas à accrocher le moindre affection autour de moi. Et puis je vois cette vieille dame manger en souriant un éclair au chocolat. Et comme un éclair, je me suis dit, bon, je me dis, moi, si j'étais comme elle, j'aurais préféré mourir. Mais elle est elle. Et elle mange son éclair au chocolat, elle me sourit, elle me dit bonjour monsieur, elle ne sait pas qui je suis, mais le moment qu'elle a à ce moment-là, c'est un moment de joie, peut-être proche du bonheur. De quel droit je vais dire, toi, ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue, parce que moi, si j'étais à ta place, je ne voudrais pas vivre cette vie. Donc, je crois que s'il y a une notion d'optimisme qui doit se développer, c'est que moi, je suis suffisamment vieux pour avoir vu des générations successives. Les internes sont beaucoup plus sensibilisés aux soins palliatifs qu'avant. Ils sont sensibilisés à la souffrance, à la mort, alors que dans une génération qui n'est pas très loin de la mienne, on parlait que de traitement et de guérison. Et puis, ils ont cette sensibilité humaine qui fait que la culture, qu'on le veuille ou pas, la culture humaniste, vous en êtes le témoin, la culture du palliatif, elle s'est quand même imposée. Elle s'est imposée dans tout le pays. Et aujourd'hui, plus personne dit ça ne sert à rien. Parce que la première loi, les partisans de l'euthanasie disaient, à la place de la sortie dans la dignité, vous leur proposez de leur tapoter la main avec compassion. Et vous n'êtes pas des tapoteurs de main. Vous êtes des vrais soignants qui apportez, avec de la technique, avec de la science, avec de l'humain, qui est indispensable, eh bien, cet apaisement nécessaire sur la fin de vie. Donc, c'est quand même mieux qu'avant. Voilà. Moi, ma crainte, bien sûr, c'est la crainte sur les soins palliatifs. Ça risque de donner un coup d'arrêt aux soins palliatifs, puisqu'il y aura une alternative. Et puis, c'est la phrase du président de la République, il a dit devant tout le monde, en tout cas, il a dit devant moi et en me répondant, il a dit, vous avez raison, il ne faudrait pas faire une loi par défaut de moyens.
Parce que si on applique les 2% de mortalité d'euthanasie de la Belgique en France, on économise 1,4 milliard par an. Donc, c'est sûr que dans le monde économique dans lequel on va nous imposer des choix, on ne le dira jamais, mais on y pensera toujours. Merci beaucoup. Alors, la parole à Rennes pour commencer, s'il vous plaît. Bon, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, Vincent. monsieur le petit Playmobil, c'est Vincent Morel. Bonjour, tout petit. Merci beaucoup voilà, d'avoir participé pour l'ensemble de la Bretagne. La dernière fois, on a eu la chance de vous avoir sur Rennes, mais je trouve plus dynamique de vous avoir à l'échelle de la région. Et je trouve que ça montre aussi la dynamique des soignants, de la capacité de pouvoir déjà s'organiser et de pouvoir vous accueillir en visio. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les visios. Alors, j'avais une réflexion peut-être à avoir, puis avoir votre avis quand on revoit le déroulé de toutes les lois. Vous nous avez offert en 2005 ce que j'appellerais une loi réflexive. Une loi qui nous invite à penser, qui nous invite à trouver un chemin, je reprends votre expression, qui était finalement en zone d'incertitude, qui ne disait pas que faire, mais comment faire. J'ai l'impression qu'en 2016, et on avait déjà échangé avec le droit à la sédation profonde et continue, on arrive à une loi qui devient un peu prescriptive, qui nous dit que faire dans un périmètre dans lequel les acteurs de soins palliatifs, vous l'avez souligné, se retrouvent quand même parce que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'était déjà dans les recommandations. Et là, je m'aperçois en disant qu'on arrive dans une loi quasiment totalement prescriptive avec des repères qui ne sont plus les nôtres. Et une loi qui viendrait penser le contrôle, qui viendrait penser la maîtrise, même avec une forme d'utopie, finalement, de croire faire taire notre peur et notre peur de mourir. Et la question que je me pose, c'est comment on peut continuer à faire vivre, en tant que soignant et en tant qu'enseignant, cette culture de doute, cette culture de l'incertitude. Finalement, cette démarche éthique que vous aviez réussi à mettre dans la loi, qui faisait qu'on doutait, c'était aussi la main tremblante souvent qu'on faisait des prescriptions, et que je vois, parce que je reviens du Québec, que finalement, on enlève ce doute parce qu'il l'a demandé, parce qu'il est autonome, parce qu'il est libre. Et que finalement, plus personne n'a de doute. On est dans une forme de certitude. Et c'est presque ça qui me fait autant peur, encore plus peur que la loi en tant que telle, parce que j'y vois une évolution de la pensée qui me préoccupe. Donc, je voulais avoir votre réflexion sur ce parcours législatif. Bah, je peux être que d'accord, d'abord parce que Vincent Morel, c'est un de ceux qui m'a beaucoup appris. Donc, je vais essayer d'être fidèle à ce qu'il m'a apporté. Mais je partage complètement cette notion de la mise en tension. Voilà. La mise en tension, le doute met en tension. Axel Kahn disait le doute est utile et fertile. Voilà. Et l'égoïsme de la certitude est un enfermement. Donc, je vois bien dans le débat ceux qui hésitent, et je comprends qu'on hésite entre l'éthique de vulnérabilité et l'éthique d'autonomie. Mais j'en vois d'autres qui sont sûrs d'eux. Comment peut-on être sûr de soi-même sur un sujet aussi complexe dans lequel on constate autant de variations chez l'individu? Et ceux qui disent « moi je sais que j'agirais comme ça si j'étais dans telle situation » sont des ignorants ou des menteurs, ça c'est certain. Et effectivement, la première loi est une loi de cheminement. Elle cherche à être le cheminement. Elle cherche à ce qu'on se pose des questions. Elle impose partout la collégialité, parce que l'interrogation, il faut qu'elle soit partagée. Et l'éthique, ça n'est pas une religion révélée ni une morale imposée. L'éthique, c'est un questionnement sur le bien. Et ce questionnement, il faut qu'il se trouve dans le praxis. Il faut que l'éthos arrive dans le praxis, que l'éthique, la caractéristique de l'éthique par rapport à la morale évanescente, c'est qu'elle se pratique. À un moment donné, tu dis je fais ou je ne fais pas. Je fais cela ou je ne le fais pas. Et donc, cette obligation d'agir ou de ne pas agir, elle est dans une
une ambiance de doute. Après la deuxième loi, effectivement, si je suis complètement honnête, c'est la première loi réécrite à la mode de la deuxième loi, parce qu'il fallait une loi que le président Hollande voulait et que on a freiné des quatre fers pour qu'on ne nous impose pas les doses qu'il fallait mettre dans la sédation, les doses d'hypnovel qu'il fallait mettre. Parce que on cherchait à une réponse adaptée à une situation adaptée. Et j'ai vécu pendant toute la période de la première loi, j'ai vécu des médecins honnêtes, consciencieux, compétents, qui m'appelaient en disant j'ai le droit ou j'ai pas le droit de faire ça. Je dis ne me pose pas la question comme ça, je sais pas, je connais pas ton malade, je connais pas son parcours. Est-ce que j'ai le droit d'arrêter le respirateur? Est-ce que j'ai le droit de ralentir le respirateur? Est-ce que j'ai le droit de sédater avant de mettre le respirateur? Je ne sais pas. Voilà. Et parce que c'est pas une loi qui s'applique comme s'appliquerait une loi de l'intelligence artificielle qui sortirait la solution. Il n'y a pas la solution. Voilà. Et de toute façon, on choisit la solution la moins mauvaise possible avec des hésitations, avec des avancées et des retraits, avec des gens qui changent d'avis en face de nous et avec des familles qui sont quelquefois des bons conseillers, quelquefois des mauvais conseillers. Et dans cette tourmente, il faut trouver de la sérénité. Et paradoxalement, la sérénité, ce n'est pas celui qui arrive et qui dit je sais, je veux, et on va faire ça. C'est celui qui dit je vous écoute et on va essayer de trouver la solution ensemble. Et je crains qu'effectivement, à partir du moment où il y aura des critères associés, comme les critères de minutie qui existent en Belgique, qu'on alignera les critères, on dira, bon, ben, il a 45 sur 50 dans la cotation, donc il est éligible. S'il est éligible, je n'ai pas d'autre choix que le proposer. Et je crains aussi que celui à qui on le propose, il ait finalement moralement pas d'autre choix que de l'accepter. Merci beaucoup. Je peux passer la parole à Van maintenant. Van. Bonsoir, David Perrin, moi je suis médecin en HAD, en Centre-Bretagne, en milieu rural. Tout d'abord, un grand merci, Monsieur Leonetti, je suis très ému, je dois le dire, d'avoir cet échange ce soir. J'étais tout jeune, moi encore en 2005, j'étais encore au lycée. Ne soyez pas ému, ça me vieillit. Voilà. Ah, pardon, non. Je plaisante, je plaisante. Trois tout petits points. Premièrement, merci de nous avoir partagé votre réflexion sur la question du moindre mal et de est-ce qu'il ne faudrait pas, quitte à aller vers une loi, demander le modèle type Oregon, comme ça au moins ça épargnerait un peu le système de santé, ça limiterait la casse, quoi, quelque part. J'avoue que moi, par moment, j'ai fortement cette tentation de me dire, bon, au moins, c'est un moindre mal, mais finalement, voilà, merci de nous rappeler à l'ordre que le moindre mal, fondamentalement, reste un mal et est-ce qu'on peut cautionner ça? Voilà, donc merci. Deuxièmement, je rebondis, je n'avais pas prévu sur la réflexion de Vincent sur la question du doute. J'ai aperçu un extrait des débats parlementaires où on voit Monsieur Falorni, donc qui porte la loi et qui semblait s'inquiéter d'une ambivalence, d'un doute qui pourrait survenir chez le malade qui demande le sidacité au dernier moment. Alors j'avoue, j'étais complètement scotché, glacé, où il disait il faut qu'on prévoie quelque chose. Je n'ai pas bien compris la suite, si l'idée c'était qu'en cas de suicide assisté, si le patient au dernier moment il dit j'ai peur, et s'il fallait que le médecin finalement convertisse ça en euthanasie, j'ai trouvé ça absolument glaçant. Je ne sais pas si d'autres personnes ont vu cet extrait-là. Alors là, il y a même même le malade n'aurait plus le droit de douter à la fin. Finalement, au dernier moment, j'ai trouvé ça lunaire. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. Bon, voilà, essayez de regarder parce que c'est quand même, je trouve, très inquiétant. Et troisième point, peut-être pour rebondir sur ce que disait Gaëtan, c'est sur la question des axes sur lesquels on peut travailler. On parle beaucoup de la souffrance, de la peur de mourir, mais je pense qu'il y a aussi dans notre société actuelle la question du sens ou du manque de sens, en tout cas à un moment donné de l'existence telle qu'elle est rendue. À un moment donné, les gens ne voient plus le sens en fait de ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne sont pas forcément toujours en grande souffrance physique ou même pas forcément en grande souffrance psychique, mais c'est le vide, quoi.
ils sont perdus, ils savent pas où ils vont, et ça rime plus à rien. Et cette pensée peut devenir envahissante, et c'est pas forcément l'anxiolytique qui va régler la question. Et je me permets juste un tout petit témoignage vraiment très court. J'ai été appelé pour une dame qui était en service de médecine polyvalente, un cancer gynécologique, qui était en situation palliative, et on venait de lui expliquer, elle a compris à retardement 48 heures après. Les souffrances physiques étaient clairement contrôlées. J'ai vu une dame qui n'était pas douloureuse, avec ce qu'il fallait de morphine, qui n'était pas anxieuse, mais qui était déterminée. En fait, elle demandait l'euthanasie. Elle voulait mourir parce que c'était, et elle était déterminée. Et elle refusait la proposition de retour à domicile qu'on lui faisait, que le collègue de médecine polyvalente lui faisait avec notre service d'HAD. Et on lui a dit, ben, on a fini par lui proposer, parce que le mari était très en demande, d'essayer. Ça lui coûtait pas grand-chose d'essayer de rentrer à la maison. Peut-être que ça lui ferait du bien. On a mis un traitement antidépresseur IV à forte dose. Elle est rentrée le lendemain. Et cette dame, en tout cas, 36 heures après son retour à la maison, je l'ai envoyée chez elle en larmes, qui me disait eh, je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai dit là il y a 2 jours, parce que je suis tellement contente d'être rentrée. Je suis chez moi, je souffre toujours pas plus que ça. Et j'ai ma petite fille là qui vient dans le lit, qui vient me faire des câlins, qui me dit Mamie, je t'aime. Mon mari, il se plie en quatre, il a jamais aussi bien cuisiné après 30 ans de mariage. Et en fait, là, je me dis, mais en fait, je me suis dit, cette dame, au moment où elle a fait la demande, elle cochait toutes les cases des projets de loi qu'on voyait passer ces dernières années. Il y aurait eu l'euthanasie, elle aurait été euthanasiée, cette dame. Et 36 heures après, donc c'est pas le traitement antidépresseur, hein, c'est pas moi qui voulais apprendre, qui agit au bout de 36 heures, la dame qui lui dit, bon, je sais pas ce qui m'a pris, voilà, mais en fait, on l'a changé de contexte, elle était à l'hôpital, vous parlez des hôpitaux tout blancs avec les néons qui sont bien aseptisés, avec une toute petite fenêtre qui donne sur le parking de l'hôpital. Là, on la met chez elle, à la maison, avec les siens, voilà, et elle revenait sur ce qu'elle avait dit. Donc je me dis je pense qu'il y a quand même cet axe de travail aussi sur la question du sens. Je pense qu'on a une société qui est de plus en plus utilitariste, qui valorise la performance, la productivité, comme vous dites. Quand on n'est pas tout ça, quelle est notre place dans cette société? Mais je pense que là, les soignants, on est confrontés à ces gens-là, et je pense que c'est vraiment un axe de travail. Voilà. Bon, merci. Merci pour le témoignage. Je crois qu'effectivement, vous avez raison. Quelquefois, il suffit de pas grand-chose, de presque rien, pour que l'espoir renaisse. Euh, Quelqu'un de la famille qui vient, un changement de contexte. Donc, là aussi, Axel Kahn avait une belle formule. Il disait, moi, si j'empêche les gens de mourir, je leur donne encore la possibilité de vivre ou de mourir. Si je les laisse mourir ou si je les fais mourir, je leur enlève la liberté de choisir autre chose. Sur l'Oregon, vous avez raison. J'ai été, euh, j'ai été poussé, ouais, et je me suis posé la question en 2016, parce que je sentais bien que même, je vais le dire très clairement, de la part des médecins de soins palliatifs, il y avait un petit deal qui disait, bon, laisse-leur faire l'Oregon, comme ça, ils auront leur truc et ils ne viendront pas nous chercher pour faire l'euthanasie. C'est vrai que tactiquement, ça aurait pu avoir un intérêt, mais je me suis vite aperçu de deux choses. D'abord parce que ça déplaçait le problème de la médecine à la société, ce qui n'était pas mieux en tant que législateur. Et le deuxième, c'est que, comme on le dit, euh, de toute façon, toutes les législations s'élargissent. Au départ, on dit c'est les gens qui ont 3 mois à vivre, on leur donne les pilules avec une souffrance réfractaire. Puis après, on dit 6 mois, puis après, on dit à quoi ça sert de mettre un délai. Et donc, je dirais qu'au fond, les portes entrouvertes finissent grandes ouvertes. C'est-à-dire que quand on a mis le pied dans la porte d'autoriser à donner la mort ou d'être complice de donner la mort, effectivement, je pense qu'on n'a plus de frein, on n'a plus de possibilité de le limiter. Après, j'ai été glacé aussi par cette phrase de Falorni. Euh, Si le malade, au dernier moment, avait une anxiété et qu'il ne prenne pas la pilule, comment on peut faire? Ben, on a bien compris que son vœu, c'est que le médecin se substitue à lui. Imaginez le dialogue. Bon, ben finalement, écoutez, là, j'arrive pas. Ah ben, écoutez, vous avez signé, hein? Bon, vous m'avez convoqué, hein?
On est là pour ça maintenant. Maintenant, vous buvez. C'est pas si on se rend compte de ce que ça veut dire. Et si vous regardez d'ailleurs le premier texte, Falorni, qui a été interrompu par la dissolution, il y avait que, à côté du malade qui s'automédiquait la substance létale, il y avait un professionnel de santé qui, en cas d'échec, complétait l'action. Là aussi, ça veut dire quelque chose. Moi, ça me rappelle les samouraïs, vous savez, qui avaient à côté d'eux un combattant avec un sabre, et s'ils n'arrivaient pas à se tuer avec le couteau qu'ils avaient dans la main, le sabre s'abattait sur leur tête. Comment on peut imaginer que les médecins soient là et que devant une insuffisance d'objectifs, c'est-à-dire le malade n'a pas réussi à se donner la mort, on vienne l'achever? Je pense que les mots sont importants. C'est pour ça qu'ils sont masqués. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le mot donner la mort. C'est pour ça qu'on utilise avec beaucoup de prudence l'aide au suicide ou encore plus l'euthanasie. Parce que ces mots-là, ils évoquent des choses qui sont la transgression majeure de donner la mort à l'autre. Et donc, je le répète, je ne suis pas de ceux qui pensent que on ne doit pas donner la mort à l'autre parce que l'Éternel a donné sur le mont Sinaï le 6e commandement à Moïse. Je pense que dans la réalité, c'est un fondamental humain. Si on enlève cette transgression, si on ouvre cette porte, il y aura d'autres portes qui s'ouvriront et qui feront que la vulnérabilité sera considérée comme un poids supplémentaire et on aura une société utilitariste, probablement plus anglo-saxonne que celle que l'on vit aujourd'hui. Mais moi, j'aurais été attaché à l'idée que la France, elle parle à l'universel et que ce que fait la France, contrairement à ce qu'on croit, est regardé par le monde entier en matière d'éthique et en matière de médecine. Merci beaucoup. Le micro, parce qu'on doit faire face à une attaque de la ventilation à Saint-Brieuc. L'attaque sonore. On peut encore accueillir peut-être une question s'il y en a une, bien qu'on ait légèrement dépassé l'horaire pour respecter et permettre le bon déroulement de la suite de la soirée. Et comme je ne vois pas de main apparaître, je suis Brest. Oui. C'est pas la dernière question. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour à tous. Moi je suis Gaëlle, je suis bénévole à l'hôpital, donc je ne connais rien au monde de la médecine, j'ai plutôt une formation en finance. Je suis très intéressée par le monde des soins palliatifs depuis que ma grand-mère a pu en bénéficier il y a quelques années. Et du coup, c'est un peu en rebondissant sur ce que vient de dire ce médecin de Vannes, sur la question du sens. Et je me demandais si vous, monsieur Leonetti, vous aviez peut-être une proposition, de recommandation, des conseils à donner à la société civile, qui ne pas dans le monde de la médecine, à la fois pour mieux faire connaître ces soins palliatifs. Qu'est-ce que vous identifiez comme besoin que du coup, nous, non-médecins, non-soignants, potentiellement la question est potentiellement ouverte aux autres membres de l'Assemblée qui peuvent avoir aussi un avis. Merci. Écoutez, ce travail, c'est vous qui le faites. Chaque fois que vous avez une personne qui fait sa fin de vie dans un service de soins palliatifs, qui est accompagnée par des bénévoles, par de la technicité, par une façon de prendre soin de l'autre, chaque fois vous développez cette publicité, entre guillemets, à l'encontre des autres. Ce qui nous fait de la contre-publicité, j'utilise des mots un peu extra-médicaux, c'est celui qu'on laisse mourir seul et dans la souffrance. Celui-là, il a une famille qui a une cicatrice indélébile de le souvenir de cette souffrance, de cette culpabilité d'avoir laissé souffrir la personne qu'ils aimaient.
et de se dire, moi, je préférerais mourir avant, on aurait dû lui donner la mort avant, et il n'aurait pas passé ce calvaire. Donc, je pense que votre pratique, qui est une vraie pratique, elle rejaillit sur la population. Bon, il ne se passe pas une semaine sans qu'on m'appelle pour me demander à rentrer en soins palliatifs à Antibes ou pour me remercier sans que je sois intervenu en aucune façon pour les soins qui ont été donnés aux soins palliatifs à Antibes. Antibes, ce n'est pas meilleur qu'ailleurs. Enfin, ils sont un peu plus sensibilisés. La population est un peu plus sensibilisée parce que, du fait des textes, de loi. Mais vous ne pouvez pas savoir. J'ai pris l'avion la semaine dernière et le monsieur qui vous contrôle pour savoir si vous avez quelque chose sur vous de métallique ou quoi, l'agent de sécurité m'a dit, vous êtes Leonetti, eh ben, ma mère a bénéficié de votre loi et c'est très bien. Et ça s'est bien passé. Ce mot, ça s'est bien passé, vous ne pouvez pas savoir combien de fois je l'entends parce que les gens sont passés dans vos services et dans vos mains. Et donc, je crois que petit à petit, effectivement, ce sens-là, le sens de dire, ben, elle est partie, mais j'étais là, elle est partie, mais il y avait quelqu'un, elle est partie, mais elle n'a pas souffert, elle s'est endormie et puis elle est partie. Ces personnes-là qui partent comme ça, elles induisent à l'intérieur de notre société l'humanité nécessaire. Voilà. On va nous gaver, pardon de le dire, avec il manque 50 milliards, etc. Et c'est normal que les économistes travaillent sur ce sujet. Mais surtout qu'on ne nous fasse pas peser les restrictions sur les plus vulnérables. Voilà. Il y a d'autres moyens de trouver des moyens financiers, de dépenser moins dans nos villes, dans nos territoires, dans l'État, sans qu'on soit obligé de s'attaquer aux plus vulnérables. Je suis persuadé, moi, que la force d'une société, c'est l'attention qu'elle porte aux plus vulnérables. C'est avec cela qu'elle peut affirmer son autorité. Si vous n'êtes pas... Il y a une jolie phrase de Pascal qui dit la force et la justice. Si la force sans la justice, c'est la brutalité, mais la justice sans la force, c'est l'impuissance. C'est pour ça qu'il faut que la force soit juste. Bien, il faut que vous soyez la force juste qui impose que justement les plus vulnérables sont traités plutôt mieux que ceux qui sont forts et bien portants. Donc moi, j'ai confiance dans ce combat. Le combat du sens, il a du sens. Et c'est un combat politique, c'est un combat de société. Après, la médecine, elle est au service de la société, elle fait ce que la société lui demande. Et bien entendu, c'est bien que par votre exemple, par la communication que vous faites, pas directement, mais par les gens qui ont vécu ces départs d'êtres chers de manière sereine et apaisée, vous êtes en train de convaincre le pays. Je trouve que les partisans de l'euthanasie sont moins arrogants. Et même s'ils disent quelques bêtises comme Falorni, ils sont moins arrogants qu'à une certaine période vis-à-vis de cette prise en charge, parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'était l'élément essentiel, et je crois qu'il faut le défendre comme l'élément préalable. Peut-être qu'il y a des exceptions, peut-être qu'il y a des situations inextricables, mais en préalable, commençons par donner l'égalité de la fraternité à tout le monde sur tout le territoire, et c'est vous qui êtes capable de le faire. Mille merci de ces échanges. Voilà, vive la Bretagne. Et merci à M. Morel, à M. Pasquier et à M. Houton. Bon, continuez le débat. C'est de débat que naît la lumière, toujours. Merci. Merci. Merci, Monsieur Leonetti, pour votre intervention et d'être peut-être nous avoir permis d'aller au-delà d'une simple visioconférence, d'avoir vécu cette expérience commune avec vous et profiter de tout ce que vous avez apporté, des échanges qui vont se poursuivre. C'est pour ça qu'on ne va pas conclure, simplement mettre un terme technique à notre multiplex des soins palliatifs ce soir. Et moi, une fois de plus, vous m'avez apporté des arguments et des anecdotes et des choses qui me sont utiles à la réflexion globale et qui me confortent dans l'idée qu'il y a un vrai danger. Voilà.
Avec grand plaisir. Vous savez qu'en Bretagne, il y a aussi cette culture de l'accueil, et donc vous êtes forcément le bienvenu. Pardon? Dans votre emploi du temps bien chargé, même si ça n'a pas été possible ce soir, en tout cas, Non. vous êtes le bienvenu en Bretagne. C'est des moments où on s'enrichit mutuellement. Ah oui, Donc, c'est gagné. C'est gagné. bien. Encore merci, Merci. M. Basquier. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, on poursuit nos échanges entre nous avec ce pot de convivialité gracieusement offert par la CVSP et également, je crois, l'espace régional éthique de Bretagne. Bon, merci aussi. Allez, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Alors,